Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais présenter les histoires des abonnés, les histoires d'horreur qu'ils ont vécues ou des petites anecdotes d'horreur. Alors le titre est pas forcément vrai, je dis 5 histoires d'horreur d'abonnés, mais en réalité il y en aura un peu plus. Il faut plutôt prendre ça comme il y a 5 personnes qui vont raconter leurs histoires. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram @KenTV, là où vous pouvez m'envoyer vos histoires si vous souhaitez vous aussi passer dans une de ces vidéos. Et maintenant que tout est dit, j'espère que vous êtes prêts, bien installés, et laissez-moi maintenant vous raconter l'histoire du premier abonné. La première personne qui va partager son histoire est quelqu'un que nous appellerons Sarah. Sarah nous dit que son histoire prend place dans une vieille maison que sa famille avait achetée au niveau de la frontière belge. Cette maison se trouvait dans un petit village, vraiment isolé, un endroit où il y avait très peu de réseau, pas d'école, pas de bus. C'était vraiment un endroit en soi à l'écart de toute vie où on pouvait se rendre si on souhaitait se ressourcer en isolement. Cette maison avait été achetée afin d'être restaurée car elle était initialement en ruine et être transformée en maison de vacances. C'était un endroit qui était assez grand. Sarah nous dit qu'à l'intérieur on pouvait loger 16 personnes. Donc, cette maison étant parfaite pour passer des vacances, Sarah nous explique qu'elle a eu pour habitude de passer quasiment toutes ses vacances là-bas. Et bien qu'elle se sentait généralement assez à l'aise là-bas, elle nous raconte qu'il y a des endroits sur cette fameuse propriété où elle ne se sentait jamais vraiment à l'aise. Par exemple, il y avait un coin dans la grange où elle se sentait constamment observée. Évidemment, à chaque fois, elle se trouvait toute seule. Elle a même fait des cauchemars par rapport à cet endroit précis. Et dans ces cauchemars, elle se trouvait dans ce fameux coin de grange et elle voyait 2 yeux blancs ne pas la quitter du regard. Il y a également une chambre où elle avait de mauvaises sensations, un mauvais sentiment, où elle ne passait qu'en coup de vent. À chaque fois, elle ne voulait pas y rester. Au décès des grands-parents de Sarah, ceux qui étaient initialement les propriétaires de la maison, c'est son papa qui a hérité du domaine. La tante et l'oncle de Sarah n'en voulaient pas et elle nous explique que son père, ayant un caractère un petit peu d'ermite, a décidé de profiter de sa retraite là-bas. Alors Sarah a aidé son père à effectuer son déménagement. Sachant que l'endroit était plutôt sympathique, elle a proposé à son compagnon et à une de ses amies de l'accompagner pour, en plus d'aider au déménagement, passer quelques bons moments sur place. Et au moment de faire la fameuse proposition à son amie, Sarah évoque les fameux endroits où elle se sent mal à l'aise régulièrement et son amie explique qu'elle a une grand-mère qui a des sortes de dons, qui est en quelque sorte médium et qu'elle-même est plutôt sensible à tout ce qui peut être étrange et au-delà de notre compréhension. Alors, une fois arrivée sur place, elle demande à Sarah si elle peut faire une petite inspection des lieux. Sarah n'y voit absolument aucun inconvénient et alors qu'elle commence à ranger certaines pièces, l'amie, elle, fait le tour de la propriété. Et c'est alors que cette fameuse amie est au niveau de la fameuse chambre où Sarah se sent habituellement mal à l'aise que là, elle l'appelle. Sarah vient la voir et elle la trouve face à un mur et elle ne le quitte pas des yeux. Sarah, assez curieuse, demande si elle a senti quelque chose et l'amie lui répond que dans la pièce, il y avait quelqu'un. Sarah ne comprend pas vraiment ce qu'il se passe, alors elle demande plus d'informations. Elle dit comment ça? Et l'amie va dire qu'il y a bel et bien un homme dans la pièce qui a conscience que Sarah et l'amie sont présents, qu'il les regarde, il est debout et il n'est pas agressif, il est juste curieux de voir des personnes dans la pièce. Sarah est quelque peu mitigée et son amie le ressent. Alors elle invite Sarah à tendre la main. Et alors que rien ne touche le bout de ses doigts, Sarah sent comme une légère pression et une sensation de fraîcheur intense. Elle nous dit que c'était comme si en gros elle avait plongé sa main dans de l'eau froide, mais elle n'a pas ce sentiment d'humidité. Sarah, qui est très surprise évidemment d'avoir ce ressenti, demande ce qu'elle touche et l'ami va répondre qu'en fait sa main est entre guillemets dans le monsieur qui les regarde. Ça c'est quelque chose qui, sans mauvais jeu de mots, jette un froid. Alors Sarah retire sa main,
Elle s'excuse et recule de quelques pas. C'est là que l'ami va faire quelques explications. Le monsieur qui se trouverait dans la pièce n'est pas agressif, il ne veut pas faire du mal à qui que ce soit, mais en fait, il ne comprend pas qui sont Sarah et son ami, ni ce qu'elles font là. Donc, tranquillement, Sarah et son ami ont quitté la pièce. Et bien que Sarah ne sache pas trop vraiment quoi penser de tout cela, ça lui donne une sorte d'explication vis-à-vis de son ressenti, le fameux ressenti qu'elle pouvait avoir dans cette chambre. C'est tout ce qu'il s'est passé dans cette maison, mais Sarah a vécu d'autres expériences. Par exemple, en septembre 2020, alors que sa grand-mère était sur le point de perdre la vie. Elle avait été admise à l'hôpital et le pronostic des médecins n'était pas positif. Ils ont assuré à la famille qu'il ne restait que quelques jours à la grand-mère avant de passer de l'autre côté. En sachant cela, Sarah s'est préparée psychologiquement à ce départ et pendant ce laps de temps, la maman de son compagnon lui a présenté quelqu'un. Une personne, une femme, avec qui Sarah s'est très vite très bien entendue. Et alors que les deux femmes parlaient de tout et de rien, à un moment donné, cette nouvelle connaissance a dit à Sarah « Je suis désolé, mais j'ai l'impression que tu as une histoire qui est extrêmement liée avec la mort. » Et tout de suite, ça c'est quelque chose qui choque notre amie. Parce qu'effectivement, c'est bien le cas. En gros, et c'est ce qu'elle dit à la personne qu'elle vient de rencontrer, qu'en fait, quasiment depuis qu'elle est née, à chaque année, il y a 1 ou 2 décès. Et en plus de ça, maintenant, c'est sa grand-mère qui est sur le point de décéder à son tour. Mais la personne en face d'elle lui dit non, c'est pas par rapport à ça, ça date même d'avant ta naissance. Je sens que quelqu'un est mort pour que toi tu puisses vivre. Et ça résonne tout de suite dans Sarah. Parce qu'elle sait qu'en fait, avant sa naissance, ses parents ont failli avoir un autre enfant, mais qui est décédé suite à une fausse couche. Et elle dit que si cet enfant avait pu voir le jour normalement, Sarah, elle, ne serait jamais venue au monde. Mais cette histoire-là, c'est une histoire assez privée. C'est pas quelque chose qui est déballé comme ça à n'importe qui. Et donc, la personne qui a Sarah en face d'elle n'était pas censée le savoir. Alors qu'elle pense à tout ça, cette personne lui dit que cet enfant, qui était censé être un garçon, donc en quelque sorte un grand frère pour Sarah, ne l'avait jamais quitté. Qu'il était toujours resté proche d'elle pour la protéger un peu comme un ange gardien. La rencontre s'est ensuite terminée et curieuse, Sarah a demandé à sa belle-mère du coup mais qui était cette dame, et elle a expliqué qu'en réalité c'était une personne sensible aux esprits et qu'elle était également une passeuse d'âme, ce qui explique beaucoup de choses. La dernière histoire que Sarah partage est une histoire qui concerne la grand-mère qui était sur le point de décéder dans l'histoire précédente. Elle nous dit qu'elle était extrêmement proche de cette personne, qu'elle avait été quasiment comme une autre maman pour elle, et que cette grand-mère était quelqu'un de très croyant. Chaque soir, elle faisait sa prière. Lors de ses prières, elle demandait à Dieu de protéger les personnes qu'elle aimait, et à chaque fois, elle citait vraiment les personnes par nom. C'était très précis et c'était quelque chose qui était connu de la famille. Donc ce petit rituel qu'avait la grand-mère chaque soir était appelé par les proches qui étaient au fait de ce petit événement régulier sa litanie. Nous avançons lors de la période similaire de l'histoire précédente, donc pendant le laps de temps où la grand-mère était à l'hôpital et où on savait que ses jours étaient comptés. Et une nuit, Sarah s'est réveillée en sursaut. Elle sentait comme un énorme bouleversement, comme si en fait sa vie allait être radicalement différente et qu'elle ne serait plus jamais comme avant. Et quelques minutes après ce fameux réveil en sursaut, le téléphone de Sarah a sonné et c'était son père qui l'appelait. Tout de suite, elle savait pourquoi. Sa grand-mère venait effectivement de perdre la vie. Elle a été consolée par son compagnon, par également son meilleur ami qui était le colocataire. Donc, entendant le vacarme, il s'est réveillé et lui aussi comprenait, vu qu'il était au courant de la situation, ce qu'il s'était passé. Donc, Sarah n'était pas toute seule, elle était soutenue dans cette épreuve. Et plus tard, au moment des obsèques, les membres de la famille partageaient entre eux le moment où ils avaient appris la triste nouvelle. Et étonnamment, énormément de membres de la famille ont vécu le même scénario que Sarah. Tout le monde s'est réveillé en fait à 4 h du matin. En sursaut, sans comprendre pourquoi, comme s'ils avaient fait un cauchemar. Et il se trouve que l'heure du décès de la grand-mère de Sarah était à 4 h du matin. Donc, la famille s'est accordée sur le fait que la grand-mère, juste avant de perdre la vie, aurait fait une dernière fois son fameux rituel pour protéger les gens qu'elle aimait, ce qui aurait réveillé chacun des membres de la famille dont elle a prononcé le nom. Mais ça ne s'arrête pas là, on avance un peu dans le temps. Nous sommes maintenant en juin 2021.
Elle nous explique qu'à ce moment-là, encore une fois, le malheur l'entourait. Le chien de sa belle-mère était en fin de vie, il souffrait beaucoup. Alors, plutôt que de le faire souffrir, la belle-mère a pris la décision en soi de l'aider à partir. Mais elle ne voulait pas que ça se fasse dans un cabinet médical, chez un vétérinaire, elle voulait que ça se fasse là où le chien avait vécu, dans la maison. Alors, durant la dernière journée de ce petit animal, tout le monde a profité avec lui, lui ont donné, toute la famille lui a donné beaucoup d'amour, mais tous savaient que ce serait sa dernière journée. Alors, c'était aussi une journée extrêmement émouvante. Et la belle-mère a fait une demande, c'est que le chien étant assez sensible aux émotions, elle a dit que si jamais quelqu'un avait besoin de pleurer, il n'y avait aucun problème et qu'il fallait juste le faire dehors pour pas que le chien, eh bien, on va dire, absorbe cette émotion-là. Et à un moment donné, pendant la journée, Sarah a eu le besoin d'extérioriser en allant pleurer. Donc elle est sortie, et alors qu'elle était seule dans le jardin, elle a senti une main se poser sur son épaule. Et en un claquement de doigts, elle s'est sentie extrêmement apaisée, comme si quelqu'un l'aidait à surmonter cette peine. Et elle en est sûre, elle a reconnu la présence de sa grand-mère, celle qui était décédée quelques mois plus tôt. Sarah se dit que sa grand-mère est revenue pour l'aider à surmonter un nouveau chagrin. C'est là que les histoires de Sarah se terminent. Ce sont des histoires très curieuses, très axées sur le paranormal. On peut trouver quelques explications, je pense, sur certaines des histoires. Après, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que sur le paranormal, c'est assez particulier. Mais par exemple, pour le réveil, c'est possible que ça, ce soit le corps qui ait envoyé des signaux. Je vais parler de mon expérience personnelle. Quand mon grand-père est décédé, évidemment, on est, je vais pas dire dans cette ambiance, mais dans cette énergie, si on peut dire ça comme ça, où on sait qu'il va se passer quelque chose. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, par exemple, quand vous avez un rendez-vous, quelque chose d'important, vous mettez votre réveil, mais vous vous réveillez un peu plus tôt parce que votre corps, il sait que vous avez quelque chose à faire. Peut-être que là, c'est un peu ce genre de choses. Après, concernant l'appel, bon là, évidemment, quand on est dans ce genre d'événement et qu'on reçoit un appel à une certaine heure, surtout tard pendant la nuit ou très tôt le matin, on sait que généralement, c'est pour annoncer quelque chose d'assez mauvais. Ce sont des histoires assez curieuses, très intéressantes. J'avoue, je ne sais pas trop quoi dire, mais en tout cas, je suis très heureux, Sarah, que tu les aies partagées avec nous. Dans le témoignage de cette seconde personne, je vais vous raconter ce qu'a partagé Lucie. Lucie nous dit qu'au moment des faits, elle avait 31 ans. Son fils était en CP et elle venait de le déposer à l'école après la pause du midi. Elle avait du temps car elle avait pris quelques jours de vacances par rapport à son travail afin de retaper, de réaménager un appartement qu'elle venait d'acheter. Cet appartement se trouvait à 600 mètres environ de là où vivait sa maman, mais elle ne connaissait pas vraiment l'endroit. Avant qu'elle y emménage, elle n'allait jamais dans ce coin-là, à part pour rendre visite à sa mère, donc elle ne connaissait pas vraiment ses alentours, ni les voisins qui pouvaient vivre dans la résidence. Elle nous explique que comme beaucoup de femmes, elle a vécu pas mal de harcèlement de rue, de phrases de drague très beaufs, donc elle n'est pas forcément très sociable et même d'ailleurs plutôt méfiante vis-à-vis des gens qu'elle peut rencontrer comme ça à l'extérieur. Quoi qu'il en soit, après avoir déposé son fils, elle est allée juste faire quelques courses, elle avait sa musique dans les oreilles, elle fait ses courses et au moment de payer à la caisse, elle paye ses articles à la caisse et alors qu'elle range tout ce qu'elle a acheté dans un sac, elle regarde un peu machinalement les différents clients qui faisaient la queue pour payer également eux aussi leurs articles. Après cela, elle prend la route pour rentrer à l'appartement qui se trouvait à 200 ou 300 mètres du magasin. Elle rentre chez elle tranquillement et une fois arrivée à l'appartement, elle ferme la porte à clé. Elle range ce qu'elle a acheté, elle se met au boulot vis-à-vis du réaménagement de l'appartement. On est en période où il fait très chaud, presque la canicule, donc Lucie ouvre la porte du balcon qui était une baie vitrée pour faire entrer un peu d'air sachant que ça faisait vite sauna. Lucie va à ses occupations et à un moment donné elle remarque même alors qu'elle est en train de s'occuper du balcon qu'il y a un homme qui attend assis sur le capot de sa voiture à l'extérieur. Elle se dit que c'est peut-être un voisin ou quelque chose comme ça parce que la voiture est garée sur le parking privé réservé pour les personnes qui vivent dans sa résidence. Le temps passe, 1h30 à peu près, et à un moment donné, juste par curiosité, Lucie jette un petit coup d'œil par-dessus le balcon et elle voit que l'homme est toujours là, donc ça veut dire que ça fait 1h30 qu'il attend au niveau de sa voiture, dans la chaleur. L'homme, lui, a les yeux rivés en l'air, il n'a pas l'air de regarder directement Lucie, mais il peut la voir, et Lucie,
Elle aime pas trop ce sentiment que quelqu'un peut la regarder un peu comme ça, faire sa vie. Donc, elle décide de quitter le balcon, de rentrer dans l'appartement. Elle envoie quelques messages à sa mère, d'abord un peu sur le ton de la plaisanterie, sur le fait qu'il y a un homme qui attend dehors. Et après, elle décide de prendre une petite pause. Elle se met un peu devant l'ordinateur et c'est là, alors qu'elle se détendait, qu'elle entend quelqu'un toquer à sa porte. Elle se dit que c'est une voisine, une petite mamie qui vivait juste en face, à qui elle avait prêté un plat la veille. Donc elle se dit que, donc naturellement, à ce moment-là, elle pense que c'est la petite mamie qui vient lui rapporter ce qui lui avait été prêté. Lucie se lève donc, elle se dirige vers la porte, mais juste avant de l'atteindre, elle a comme une sensation de tension en elle. Elle sent que quelque chose ne va pas. Dans sa tête, c'est la voisine, mais son corps la retient pour lui faire comprendre que peut-être ce n'est pas elle. Donc, plutôt que d'ouvrir directement la porte, Lucie regarde au travers du Judas. Et c'est là qu'elle se rend compte qu'elle a très bien fait de ne pas ouvrir, car derrière la porte se trouve l'homme qui était assis sur son véhicule que Lucie avait pu observer un peu plus tôt. Lucie comprend plein de choses. Déjà qu'un voisin l'a laissé entrer, et qu'en plus de ça, cet homme a dû calculer par rapport aux fenêtres, etc., afin de savoir où se trouvait précisément la porte d'entrée de l'appartement de Lucie. Lucie a peur, elle essaie de faire aucun bruit, elle essaie de faire croire qu'il n'y a personne dans le logement, mais elle entend l'homme parler de l'autre côté de la porte et dire « Je sais que tu es là, je t'ai entendu marcher ». Tout de suite, le cœur de Lucie fond dans sa poitrine. Elle est complètement paniquée. Lucie marche silencieusement pour s'éloigner de la porte, elle va s'enfermer dans la salle de bain et elle appelle la police. La police dit qu'ils ne peuvent rien faire parce que l'homme n'est pas rentré chez elle. Pourtant, elle a bien dit que cet individu avait attendu 2 heures devant chez elle, sous la chaleur, qu'il l'avait probablement suivi. La police dit que tant que l'homme n'est pas rentré, ils ne peuvent pas venir. Et autre problème pour Lucie, c'est qu'il était environ 15h30 à ce moment-là, donc d'ici 10 minutes, elle devait partir pour aller chercher son fils à l'école qui devait finir vers 16h. Mais elle trouve une solution pour ça. Elle veut pas inquiéter sa maman en lui disant qu'il y a quelqu'un qui attend devant chez elle, donc elle l'appelle pour lui dire qu'elle a fait en fait des petits dégâts avec l'impâture, qu'elle doit s'en occuper rapidement, et elle demande donc si elle peut récupérer son fils à l'école. Lucie est allée ensuite sur le balcon, prendre en photo le véhicule sur lequel était assis l'homme, et c'est là qu'elle a vu que l'homme était ressorti du bâtiment. Donc, elle a pris ce créneau-là, elle a mis ses chaussures rapidement et elle est partie en courant, sachant que le fameux parking en fait était derrière la résidence, donc elle pouvait sortir par l'entrée principale qui se trouvait à l'opposé. Et elle a foncé à pied jusqu'à chez sa mère qui sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc quand Lucie lui a raconté toute l'histoire, la mère a également appelé la police pour dire que l'homme était en plus toujours là. Sauf que la police a sorti le même discours, qu'ils ne peuvent pas intervenir si l'homme n'est pas rentré, etc. Le soir même, Lucie n'est pas retournée dans son appartement, elle y est retournée que le lendemain. Et 2 jours après, l'homme était de retour, mais cette fois-ci avec une voiture différente. De nouveau, Lucie a pris une photo. Elle a appelé la police disant que ça faisait plusieurs fois que cet homme venait, mais la police, encore une fois, ne voulait pas intervenir. Donc, ayant encore une fois peur, Lucie est allée voir un de ses voisins qui était vigile. Elle lui a parlé de la situation et lui a pris les choses très à cœur car il avait une petite fille, donc il voulait aussi la protéger. Il est directement allé confronter l'homme qui attendait et l'homme se défendait en disant qu'il attendait simplement un ami. Sauf que quand on le mettait sur le fait qu'il était déjà là avant, l'homme ne savait plus trop où se mettre. Il est parti en 4e vitesse quand on lui a dit que la police avait été contactée, bien que ce n'était pas le cas parce qu'elle ne voulait pas intervenir. Las de cette situation, Lucie a décidé plutôt que d'appeler la police, d'aller directement au commissariat pour porter plainte. D'abord, la police n'en avait pas vraiment envie, pourquoi j'en ai absolument aucune idée, mais finalement, à contre-cœur, ils l'ont bien fait après un coup de pression de Lucie où elle disait qu'elle allait devoir contacter le procureur, etc. Pendant quelques jours, plus rien. On avance donc un peu dans le temps, on est 1 semaine après les événements, Lucie était allée chercher son fils à l'école, et en sortant de l'école, que voit-elle devant là où il y a tous les enfants? Le même homme qui attendait devant chez elle. Mais cette fois-ci, il était encore dans une voiture différente. Et là, la réaction de Lucie a été complètement différente. Elle pense que c'est sûrement dû à son instinct maternel, le fait de vouloir protéger son fils, mais elle a dit au petit d'aller chercher une personne qui faisait la sécurité devant l'école, et elle s'est précipitée pour faire barrage à cet individu et essayer de faire en sorte qu'il ne s'enfuit pas. Elle était tellement en colère qu'elle a cassé la vitre du véhicule
où était l'homme. L'homme de la sécurité de l'école est venu rapidement, lui aussi étant plus imposant que Lucie a réussi à bloquer l'homme. Il a appelé la police et cette fois-ci, la police est intervenue. Et il se trouve qu'on pourrait en vouloir à la police, vu les révélations, de ne pas être intervenu plus tôt parce que l'homme était connu des services de police. C'était en fait quelqu'un qui avait déjà abusé de certaines personnes, intimement, qui avait été même en prison pour ça. Et il y avait apparemment, dans plusieurs villes autour de la ville où se passent les événements qui concernent Lucie, des plaintes à son encontre. L'homme a été arrêté et Lucie comprend nettement mieux ce qu'il se serait passé si jamais elle avait ouvert normalement la porte quand l'homme avait toqué chez elle. Il a dû probablement la voir quand elle s'occupait du balcon et ensuite il a eu l'ambition malsaine de lui faire du mal. On ne peut être qu'heureux que Lucie s'en soit sortie, elle a été extrêmement courageuse de vivre tous ces événements et on croise les doigts pour que cette personne soit mise hors d'état de nuire le plus longtemps possible. Dans le troisième témoignage, nous allons voir ce que m'a partagé Thierry. Pour le contexte, il nous explique qu'il vit dans un petit village assez perdu. Un endroit en pleine nature, donc qui offre de beaux spots pour faire des randonnées ou de longues balades. Un jour, alors qu'il faisait extrêmement beau, Thierry s'est dit qu'il allait profiter un petit peu de l'air pur qu'il y avait dehors. Il était tout seul, il était vers 19 h, et c'est donc là que Thierry décide de prendre la route à pied. La balade se passait très bien, Thierry profitait. Et alors qu'il était dans un endroit isolé, il a vu un peu plus loin un pick-up délabré qui était arrêté sur le côté de la route. D'abord, il se dit que c'est probablement un véhicule abandonné vu l'état de celui-ci. Mais en se rapprochant un peu plus, il se rend compte qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Et là, dans la tête de Thierry, ce détail-là, c'est quelque chose qui l'interpelle. Il se dit mais pourquoi il y a quelqu'un à l'intérieur? Ce véhicule n'est peut-être pas si délabré que ça, peut-être qu'il roule, mais en plus de ça, ce véhicule n'a rien à faire ici. Il n'y a rien à voir, ce n'est pas un parking, donc pourquoi est-il là? Alors son instinct lui conseille quelque chose, c'est de partir. Il fait donc demi-tour, d'abord en marchant, et en se retournant, il entend quelque chose. Il entend le véhicule qui est mis en marche. Il commence à avancer et là Thierry comprend que la personne au volant du véhicule l'a pris en chasse. Alors il se met à courir de toutes ses forces. Il donne absolument tout pour créer un maximum de distance. Mais vous vous doutez bien que aller plus vite qu'une voiture à pied, c'est compliqué. Mais la connaissance du terrain joue en la faveur de Thierry. Il arrive à se rendre dans une zone là où le véhicule ne peut pas le suivre. Il rentre dans une zone boisée, il s'enfonce de plus en plus et sa plus grande peur c'est que l'homme abandonne son véhicule pour continuer sa chasse à pied. Finalement, une fois qu'il s'est assuré que l'homme n'était plus à ses trousses, Thierry est rentré chez lui pour se mettre en sécurité. Il a fini cette journée avec une belle frayeur, quelques légères blessures, des vêtements déchirés, mais heureusement, rien de pire. Que lui voulait cet individu? Ça, c'est le mystère de son histoire, et les réponses à ce mystère, il est probable que nous ne les connaissions jamais. C'était une histoire très courte, mais je pense qu'elle avait sa place dans cette vidéo car elle s'est passée vraiment à une vitesse incroyable et on peut saluer le temps de réaction de Thierry vis-à-vis de cet événement. S'il était resté sur place plus longtemps, qui sait ce qui aurait pu lui arriver. Dans ce nouveau témoignage, je vais vous présenter ce que nous a raconté Mike. Mike nous dit qu'il est âgé de 39 ans et qu'il travaille dans le service hospitalier d'une maison de retraite. Il travaille soit de 6 h du matin à 14 h 30, soit de 13 h à 20 h 30. De par son poste, il a accès aux cuisines de l'établissement, notamment quand il doit délivrer le repas du soir pour les personnes qui sont dans la maison de retraite. Ces fameuses cuisines où il va chercher les repas se trouvent au sous-sol et les cuisiniers, eux, terminent leur journée à 14 h 30. Donc généralement, quand Mike travaille en deuxième partie de journée, les cuisiniers ne sont plus là ou partent rapidement. Et quand il doit s'y rendre, eh bien généralement, pour donner le repas du soir, il est complètement seul. Mais non loin des cuisines, il y a également la morgue. Car qui dit maison de retraite dit aussi personnes âgées, donc personnes qui sont en fin de vie. Il nous explique qu'il n'est pas rare d'entendre dans les sous-sols des bruits étranges comme des portes qui claquent ou d'autres choses. Mais Mike reste toujours assez réaliste sur les choses en se disant que c'est probablement un courant d'air. En tout cas, il reste toujours assez terre à terre vis-à-vis de ce genre d'événement. Mais un jour,
Alors que Mike faisait un peu de rangement au niveau de la cuisine, il a eu comme une drôle de sensation. Il nous explique que le matin même, un des résidents de la maison de retraite était décédé et donc son corps attendait tranquillement les pompes funèbres dans la morgue. Mike a eu une sorte de frisson qui lui a parcouru tout le corps. Et cette fois-ci, il n'avait pas réellement d'explication. Il sentait que ce n'était pas dû à la fraîcheur des cuisines ou des frigos. Et 10 secondes après avoir fait le constat de cette sensation, il a entendu une voix lui dire au creux de son oreille « J'ai faim, donne-moi à manger ». Et cette voix-là, Mike la connaissait. C'était la voix du vieil homme qui avait perdu la vie le matin même. Il en était absolument sûr, il l'a reconnu formellement. Et en réfléchissant à tout cela, Mike était apeuré. Il a tourné son regard en direction de là d'où venait la fameuse voix et il a vu comme une silhouette qui a disparu presque sur le champ. Ayant besoin de prendre l'air, de se calmer, Mike est sorti, il a fumé une cigarette à l'extérieur de la maison de retraite et en revenant, il a vu qu'un des frigos était ouvert et qu'un des plateaux de repas qui étaient initialement à l'intérieur était cette fois-ci renversé sur le sol. C'est là que son témoignage se termine, quelque chose auquel personnellement je n'ai pas vraiment d'explication. N'hésitez pas à dire vous dans les commentaires si vous aviez peut-être des pistes de réflexion terre à terre vis-à-vis de ce qui aurait pu se passer. Nous allons maintenant voir le témoignage de quelqu'un que nous appellerons Julie. Julie nous dit que son histoire se passe lors de la nuit du Nouvel An. Et pendant cette nuit-là, qui pour certains est une nuit de fête, pour Julie c'était une nuit en solitaire. Son compagnon travaillait de nuit, étant policier, et ses amis, elles, étaient malades. Donc, décidant de ne pas se laisser abattre par la solitude, elle décide quand même de festoyer, de se servir un petit verre de vin, de se faire plaisir, de danser sur le son de la musique, comme si en soi, elle faisait une soirée pour cet événement. Après s'être amusée, elle a décidé de ranger, de remettre en état son appartement pour accueillir son compagnon quand il reviendrait de son service. Et après avoir tout rangé, il ne lui restait plus qu'à sortir une poubelle. Donc elle descend de chez elle, elle va sortir la poubelle et après cela, elle se rend compte qu'il y a quelqu'un qui semble comme titubé. Elle se dit donc que c'est peut-être une fille qui est un peu ivre, qui a du mal à rentrer chez elle. Donc en toute bienveillance, Julie lui dit « Excusez-moi madame, est-ce que tout va bien ?» Et la personne se retourne nettement. Et là, grosse surprise pour Julie. Ce n'était en fait pas une fille ivre, c'était en fait un homme qui avait une capuche sur la tête et une sorte de foulard sur la bouche. Mais il y avait autre chose. Notre amie ressentait une énorme douleur au niveau de l'abdomen. Julie a baissé les yeux et elle a vu que sur le moment, elle s'était faite poignarder. L'homme a retourné le couteau et l'a retiré. Julie, elle, a reposé ses yeux sur l'homme et elle a vu sur la personne des yeux de fou. Quelques secondes après, elle a entendu une voix masculine venir d'un peu plus loin dire « Mais qu'est-ce que tu fais? On n'est pas là pour ça ». Et Julie, elle, s'est allongée sur le sol juste à côté. Elle a rampé jusque dans un buisson et la personne qui l'avait poignardée a crié et a dit avec un rire vraiment malsain « Pardon madame ». Les deux hommes sont ensuite partis. Et là, Julie a compris quelque chose. En fait, ces deux personnes profitaient des festivités du Nouvel An en se disant que peut-être certains allaient délaisser leur logement pour faire du repérage afin de cambrioler un endroit. Julie s'est ensuite tant bien que mal débattue pour remonter jusqu'à chez elle. Elle a réussi, heureusement, à retrouver la sécurité de son logement. Là, à la lumière, elle a vu qu'elle avait les mains imbibées de sang. Elle a essayé de faire des compresses sur sa plaie. Elle appelle le 17, mais pas de réponse, donc sachant que son copain est policier, elle appelle son petit ami. Et évidemment, en l'appelant, le petit ami sait qu'il y a quelque chose d'urgent. Jamais quand il est en service, Julie ne l'appelle, donc là, ça veut dire qu'il y a quelque chose de grave qui s'est produit. Il le comprend tout de suite, donc il lui dit d'appeler le SAMU. Rapidement, le SAMU est arrivé, Julie a été prise en charge, mais tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Elle n'a pas été traitée en lien avec la gravité de ce qu'elle avait vécu. On va dire qu'elle n'a pas été traitée très sérieusement, on ne lui a pas donné certains médicaments qu'elle aurait dû avoir, elle n'a pas été vraiment bien suivie. En plus de ça, on lui a dit que le couteau qu'on avait utilisé pour la poignarder était probablement pas propre, et donc qu'elle pouvait avoir des infections, mais elle n'a pas été traitée par rapport à ça. Après son traitement, sa plaie n'arrêtait pas de se réouvrir. Donc finalement,
en plus du trauma psychologique de vivre cet événement, même du côté physique, elle n'arrivait pas à passer au-delà parce que à chaque fois, on ne s'occupait pas bien de ce qui lui était arrivé. Au bout d'un certain temps, quand même, là, on l'a bien traité, on lui a donné les médicaments, de quoi se désinfecter, la plaie ne se rouvrait plus, on a vraiment pris le temps de s'occuper d'elle. Évidemment, Julie a aussi contacté la police pour tout simplement témoigner de ce qui lui est arrivé, mais malheureusement, les 2 personnes, dont celle qui l'a attaquée, n'ont jamais été retrouvées parce que le couteau ayant été retiré, il n'y avait pas d'empreinte. Donc à part la description que pouvait faire Julie, c'est-à-dire un homme dans la pénombre avec une capuche, quelque chose qui lui recouvrait le visage, il n'y avait rien d'autre. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, pour Julie, ça va mieux, c'est le principal. Elle a réussi à aller au-delà de ce traumatisme, et chose que je trouve extrêmement surprenant, c'est que beaucoup lui disent qu'elle a provoqué ce qui lui est arrivé. En gros, on lui reproche d'être sortie tard la nuit, comme ça, toute seule, alors qu'elle est juste sortie 5 minutes devant chez elle pour sortir sa poubelle. Je pense que dans ces circonstances-là, on ne jette pas la pierre à la personne qu'il faudrait. Julie, merci d'avoir partagé ton histoire. Je pense que les personnes qui regarderont cette vidéo sont d'accord avec moi. Tu es loin d'être responsable des événements qui te sont arrivés. En tout cas, je suis très heureux que physiquement et d'ailleurs psychologiquement ça aille mieux pour toi. Et je croise les doigts pour que ces personnes aient été arrêtées. Alors peut-être qu'ils n'ont pas été reliés à ce qui s'est arrivé, mais ils ont été arrêtés par rapport à un cambriolage qu'ils ont essayé de réaliser. Je sais pas, je croise les doigts en tout cas. Et voilà les amis, on en a fini pour ces 5 histoires d'abonnés. J'espère que ça vous a plu. Merci du fond du cœur à tous les abonnés qui m'ont envoyé des histoires que j'ai partagées dans la vidéo ou pas d'ailleurs. Pas encore. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à me suivre sur Instagram, AkenTV, si vous souhaitez me rejoindre là-bas, me partager une histoire qui vous est arrivée. C'est avec plaisir que je la lirai. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!